Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Montano, est l'invité principal d'un débat de haut niveau à New York. Le chef de la diplomatie ivoirienne a présenté devant un parterre de 130 invités les clés de la réussite du processus de sortie des crises en Côte d'Ivoire. La BAD et l'AGRA, Alliance pour une révolution verte en Afrique, visite les petits producteurs bénéficiaires de projets agricoles à Yamoussoukro. Ces délégations sont allées évaluer les exploitations agricoles en vue de soutenir les populations rurales. Et sur place à Yamoussoukro, la fête de Pâques appelée Pakinou en pays baoulé a démarré. Pakinou 2017 dans le Bélier met l'accent sur le brassage culturel. 23 Sénégalais, 2 Congolais, 2 Centrafricains et 1 Ivoirien, tous anciens tirailleurs africains. Ils ont reçu aujourd'hui à l'Élysée la nationalité française des mains de François Hollande. Voilà, je l'annonçais à l'instant, Pakinou dans le Bélier a démarré. Nous parlerons de cette fête ce soir dans la page culture. Notre invité est M. Michel Kofi, président de la commission communication Pakinou, Bélier 2017, Pakinou d'hier à aujourd'hui. Quelle retombée culturelle ou touristique pour le V baoulé. La fête de Pâques, ou plutôt Pakinou, est célébrée en pays baoulé, précisément dans le Bélier, connaît un tel engouement aujourd'hui. Quelle est donc la raison? Pourquoi Pakinou? Quelles sont les activités menées? Sont-elles culturelles ou religieuses? Nous en saurons davantage avec notre invité. La page culture, ce sera dans une trentaine de minutes. Bonsoir, monsieur Michel Kofi. Bonsoir, madame. Alors, à tout à l'heure. Tout d'abord, direction les États-Unis d'Amérique où le ministre ivoirien des Affaires étrangères est en mission. Marcel Montano était l'invité principal d'un débat de haut niveau à New York. Devant un parterre d'invités, donc, il a présenté les réformes engagées par le gouvernement ivoirien pour réussir le processus de sortie des crises. On en sait plus avec notre envoyé spécial aux États-Unis, Michel Digré. Quelles sont les recettes qui ont fait de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire un succès? C'est la question à laquelle le ministre des Affaires étrangères a répondu au cours du panel de haut niveau initié par la mission permanente de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies et l'International Peace Institute. Le succès de l'ONUCI met en lumière les éléments suivants. Premièrement, l'existence d'un accord et d'un processus politique crédible. Deuxièmement, l'établissement d'un véritable partenariat entre l'opération de maintien de la paix et le gouvernement, basé sur l'entente et la confiance mutuelle. Troisième élément, l'unité, la fermeté du Conseil de sécurité et la mobilisation de la communauté internationale pour faire respecter les résolutions du Conseil de sécurité ou l'accord de paix, y compris par l'usage de la force. Marcel Montano a également identifié 3 autres raisons qui ont concouru à la réussite de l'ONUCI et qui pourraient contribuer à rendre plus efficaces les opérations de maintien de paix des Nations Unies dans le monde. Quatrième élément, une très forte appropriation nationale de la sortie de crise grâce à la volonté politique, au leadership des plus hautes autorités et à la capacité financière de l'État. Cinquième élément, la coopération étroite avec les institutions régionales, la CEDEAO, l'Union africaine et les pays voisins. Il est clair que le leadership du président de la République a permis la réussite du DDR, de la RSS et de la réconciliation nationale et donc du processus de sortie de crise. L'histoire de l'ONUCI a débuté en 2004. Elle a nécessité l'adoption de 51 résolutions par le Conseil de sécurité. Avant sa clôture en juin prochain, l'ONUCI est qualifiée de succès historique qui contraste avec la plupart des opérations de maintien de paix des Nations Unies. Ici à Abidjan, le siège du Conseil de l'Entente présentera bientôt un nouveau visage. Le siège sera reconstruit. Il va abriter une tour de 16 étages bâtie sur une surface de 17 000 m² et ce sera dans la commune du Plateau. Pour les membres de cette organisation, c'est le signe de la renaissance du Conseil de l'Entente. On en sait plus avec Sidonie Davila. La tour Entente, comme elle se nomme, sera bâtie sur une surface de 17 000 m².
le tout dans une conception répondant aux normes internationales durables. Jeudi, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a levé un coin de voile sur ce que sera le prochain siège de l'institution. Il s'agit de rénover ce siège en construisant un immeuble tout à fait moderne qui sera un immeuble de 20 étages avec 4 sous-sols, un pour les parkings et puis 3 parkings aériens. Donc il y aura 17 000 mètres carrés d'espace à louer. Le coût du projet est évalué à 50 milliards de francs CFA. L'édifice, à l'image des tours des grandes métropoles, permettra de disposer non seulement du siège du Conseil de l'Entente, mais également de disposer de bureaux alloués de haute qualité. Objectif, couvrir les charges et financer les activités de l'organisation dédiée à la paix et au développement. Ce n'est qu'en juillet 2016, lors de la conférence des chefs d'État, que le projet d'un programme immobilier destiné à la location dans les États membres est approuvé et autorisé. L'initiative est soutenue par le gouvernement ivoirien. Le lancement du projet de construction du nouveau siège de cette institution est chargé de symboles. Symbole de la vitalité retrouvée du Conseil de l'Entente. Symbole d'une foi inébranlable en l'avenir et symbole de l'audace. Les travaux de la tour Entente vont débuter en juillet prochain pour s'achever dans 2 ans. Et loin d'Abidjan, à Yamoussoukro, la BAD et l'AGRA, Alliance pour une révolution verte en Afrique, ont rendu visite aux petits producteurs bénéficiaires de projets agricoles. La délégation est allée évaluer ces exploitations agricoles en vue de soutenir les populations rurales, nous dit Chantal Eouma Kandan. La Côte d'Ivoire s'est résolument engagée sur la voie d'une croissance forte, portée notamment par les investissements dans l'agriculture et le soutien aux petits producteurs. Dans cette optique, plusieurs projets agricoles ont vu le jour. C'est le cas du projet sud-coréen Simol Ndong, dont la phase pilote a été expérimentée dans 2 villages de Yamoussoukro. Pour évaluer cette phase expérimentale, une délégation de partenaires techniques et financiers a effectué une visite des exploitations financées par la Banque africaine de développement. Première escale à 12 km de Yamoussoukro, dans le village de Mbekro, où des jeunes ont bénéficié de ce projet. Avec ce projet, on a construit un centre de santé, une école, on a construit logement et on a fait un barrage. Et c'est dans ce fonds-là qu'on a déposé 9 millions à la COPEC pour que les jeunes puissent en prendre en charge. L'un d'eux, Kwasi Ngouran, est producteur de tomates. Il a vu son rêve se réaliser. Ça me fait 2 ans que j'ai reçu les 200 000. Aujourd'hui, je fais une superficie de 3 000 m². Je récolte 9 tonnes. J'emploie 4 jeunes qui sont payés à 30 000 francs dans le mois. Aujourd'hui, ma vie a changé. Je dis aux jeunes de se mettre au travail. Car c'est le travail qui peut faire avancer la Côte d'Ivoire. Même village et notre décor. Les membres de la coopérative des tisserands de pagne traditionnels sont unanimes sur l'amélioration de leurs conditions de vie grâce à ce projet. On travaille en groupe. Quand il s'en va à vendre là, quand il vient là, donc on met dans notre caisse. Et puis le bénéfice, on prend aussi pour travailler. On a pris 500 000, donc on a remboursé 700 000. C'est un bon projet, on voudrait qu'on nous aide encore. Aujourd'hui, je m'en sors un peu. La délégation s'est ensuite rendue dans la sous-préfecture de Lolobo pour rencontrer la coopérative des productrices de manioc. Leurs activités principales sont la production et la transformation du manioc. Au départ, à la naissance du groupement, il y avait des difficultés. Maintenant, ces difficultés sont en train d'être levées, donc elles reprennent maintenant en force. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, lorsque le groupement vend la production d'un membre, il y a une quote-part qui revient à la caisse du groupement. Ce qui fait que d'ici quelque peu, elle peut peut-être s'autosuffire. Sur le terrain, c'est la NADER qui accompagne ses producteurs dans la mise en œuvre des différents projets. Ce que vous avez vu en Mbekro, c'est un partenariat entre la NADER et la KRC, la coopération coréenne, qui a voulu que la BAD porte son processus
de développement et qu'on puisse aussi l'étendre à la Côte d'Ivoire. Ce que nous avons voulu montrer ici à Lolobo, c'est qu'avec le manioc, aujourd'hui, le manioc est en train de devenir une culture de rente. Et dans sa transformation, on a mis en place tout un ensemble de plateformes de chaînes de valeur et de plateformes dans lesquelles tous les opérateurs interviennent pour que les intérêts des uns et des autres puissent aussi être protégés et qu'ensemble on puisse monter à l'échelle. Parce qu'aujourd'hui, la tchéké est consommée par pratiquement tout le monde entier. Ces visites de terrain s'inscrivent dans le cadre du Forum sur la Révolution verte en Afrique, prévu au mois de septembre prochain à Abidjan. En prélude à cette rencontre internationale, les partenaires techniques et financiers ont voulu s'imprégner des réalités agricoles des petits producteurs en vue de mobiliser les opérateurs désireux d'investir dans la transformation du secteur agricole. Et comme vous l'avez entendu, donc, cette visite de la BAD et de l'AGRA aux petits producteurs agricoles à Yamoussoukro se tient en prélude au Forum continental sur l'agriculture qui aura lieu en septembre prochain, ici même à Abidjan. Ce forum, je rappelle, vise à révolutionner l'agriculture en Afrique et surtout à mobiliser tous les partenaires techniques et financiers afin d'améliorer la productivité et la sécurité alimentaire en Afrique. On retrouve notre reporter Chantal Eouma Kandan. Le lancement du Forum pour la Révolution verte en Afrique s'est tenu ce jeudi 13 avril à l'initiative de l'AGRA, l'Alliance pour une Révolution verte en Afrique. Après l'édition 2016 de la campagne de l'AGRF et après avoir obtenu des engagements politiques, stratégiques et financiers de plus de 30 milliards de dollars américains, nous devons désormais mettre à profit ce talent de soutien en faveur de l'agriculture et nous assurer qu'elle contribue à la création d'emplois décents et constitue le moteur de la croissance économique de tout le continent. La BAD se dit prête à accompagner cette initiative qui répond à ses priorités dans le secteur agricole à travers sa stratégie « Nourrir l'Afrique ». Ce forum servira de plateforme visant à améliorer la transformation agricole et la sécurité alimentaire. La Banque africaine de développement augmentera ses investissements dans le domaine de l'agriculture à plus de 24 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Pour le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly, cette rencontre intercontinentale est une opportunité pour la Côte d'Ivoire. Nous espérons que ce forum permettra au secteur privé national et sous-régional de saisir des opportunités et surtout d'accéder aux financements qui sont promis par toutes ces structures à Agra. Nous pensons que ça va être l'opportunité de remobiliser les États pour qu'ils accordent davantage d'intérêt au secteur agricole de leur pays respectifs. La Côte d'Ivoire est le premier pays de l'Afrique francophone à abriter le Forum de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, qui se déroulera du 4 au 8 septembre prochain, sous le thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité », contribuer à la croissance des économies et à la création d'emplois en Afrique à travers l'agriculture. Et pour lutter contre le chômage et la pauvreté en Afrique, le Centre ivoirien de recherche agronomique et sociale soutenu par l'Institut des ressources naturelles Afrique de l'Université des Nations Unies, section Côte d'Ivoire, vient de mener une étude. Le centre recommande l'investissement dans l'agriculture, l'environnement durable et la gestion, nous dit la gestion des déchets, nous explique Francis Boifo et Franck Quadio. Des difficultés socio-économiques, les pays africains en rencontrent chaque année. Le cas de la Côte d'Ivoire. Nous avons un problème de chômage, nous avons des problèmes alimentaires, nous avons des problèmes environnementaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Solution à ces préoccupations, le verdissement de l'économie selon les chercheurs de l'unité opérationnelle du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES. Il s'agit d'investir dans l'agriculture durable, la forêt, la gestion durable des déchets, l'environnement durable et les énergies renouvelables. Un investissement de 1% dans les secteurs verts permettra d'améliorer de plus de 30% le produit intérieur brut d'ici 2040. Également, ces investissements verts seront favorables à l'augmentation du revenu par tête. Et nous pourrons également améliorer, n'est-ce pas, le niveau de l'emploi. Et le taux de chômage, selon l'étude des chercheurs sur l'économie verte, passera en dessous du seuil de 20% d'ici
à 2030 contre plus de 35% actuellement et à moins de 10% en 2040. Pour favoriser l'investissement dans les secteurs verts, les chercheurs recommandent la mise en place de mécanismes de réduction de la fiscalité en faveur des entreprises qui polluent moins l'environnement. Et notez également que le mois prochain, la ville d'Odiéné, dans la région du Kabadougou, va accueillir le Forum Afrique des villes intermédiaires, une rencontre pour poser les problèmes de développement de ces villes et permettre à ces collectivités africaines de partager leurs différentes expériences en matière de développement local, surtout dans le domaine du réchauffement climatique, l'emploi jeune, nous dit Mamadou Kwasi. Une ville intermédiaire est une collectivité territoriale dont la population varie entre 50 000 et 500 000 habitants. En Côte d'Ivoire, on en dénomme une cinquantaine, notamment à Bengourou, Korogo, Odiéné, San Pedro, Bondoukou et Man. Dans ces localités, les problèmes sont identiques. Ils vont du chômage des jeunes au manque de routes praticables dans les quartiers, le manque d'eau potable en passant par la question de l'urbanisation. Problème commun. Les élus locaux veulent trouver des réponses communes pour améliorer les conditions de vie de leurs administrés. D'où la tenue à Odiéné, dans la région du Kabadougou, du Forum Région Afrique des villes intermédiaires, les 5 et 6 mai prochains. Une rencontre pour jeter les bases d'un développement harmonieux et durable de nos collectivités. Les études prévoient qu'en 2030, 50% des résidents du monde se trouveront dans les villes intermédiaires. Alors, en tant que gérant de collectivité, je pense que c'est notre rôle de nous réunir et de pouvoir réfléchir aux solutions. Et d'autant plus que le sommet mondial de ces villes aura lieu en 2018. Les résolutions qui sortiront de ce sommet régional Ville intermédiaire Afrique seront prises en compte au sommet mondial. Le directeur général de la décentralisation et du développement local, Lazare Dago Diaye, rassure le comité d'organisation et l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire de la volonté du gouvernement à accompagner cette initiative panafricaine. Cette initiative est en parfaite harmonie avec la grande vision du président de la République sur la décentralisation. Tous les problèmes de pauvreté que connaît la Côte d'Ivoire s'expriment au niveau local. Donc c'est au niveau local qu'il est indiqué de combattre les problèmes liés à la pauvreté. Le forum donc, qui s'organise en Côte d'Ivoire à Odiéné doit être l'affaire de tous. Dans ces 2 jours de travaux, les maires des villes intermédiaires de Côte d'Ivoire et leurs pairs des autres pays africains vont aborder plusieurs thématiques, notamment le réchauffement climatique, la question de la démographie galopante et l'emploi jeune. Et plus loin, en France, ils sont 28 anciens tirailleurs africains. Ils viennent de recevoir la nationalité française des mains de François Hollande. Parmi ces 28 tirailleurs, on compte 23 Sénégalais, 2 Congolais, 2 Centrafricains et surtout un Ivoirien. Cette naturalisation était une promesse du président français. Le récit d'Herman Guivi. Cet instant, ils l'ont attendu toute leur vie, du moins celle d'après-guerre, l'instant de la reconnaissance, l'instant de la naturalisation. 28 hommes, dont 2 Congolais, 2 Centrafricains et 1 Ivoirien. Une naturalisation française chèrement obtenue car c'est à l'épreuve des balles des 2 grandes guerres mondiales que ces anciens soldats sont entrés dans l'histoire de la France. La France leur reconnaît ce sacrifice, un sacrifice pour la liberté. La France vous reconnaît comme Français parce que vous avez servi la France, parce que vous avez aimé la France. Et parce que vous avez décidé de vivre en France. Alors je vous l'affirme ici, la France est fière de vous accueillir comme vous avez été fiers, vous, de porter son drapeau, celui de la liberté. François Hollande, le président français, vient de tenir son engagement pris auprès du président sénégalais Macky Sall en décembre dernier. Tués par milliers au combat, déportés ou emprisonnés, maltraités pour la couleur de leur peau, les tirailleurs sénégalais ou soldats africains, par leur courage, se sont distingués. 200 000 pendant la Première Guerre et 160 000 environ pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont venus de tous les territoires français d'Afrique subsaharienne, contribuer à l'effort de guerre. 1957 et 1960, l'intervalle de leur aventure militaire. Si des milliers d'entre eux ont passé l'arme à gauche, pour les survivants, l'histoire prend une nouvelle nationalité.
Et la Côte d'Ivoire prépare les 8e Jeux de la francophonie. Le ministre Robert Begré-Mambé veut promouvoir au plan international le jeu de l'Awalé. Il a donc mis sur pied un comité d'organisation dont la mission est d'organiser la première édition du tournoi de l'Awalé dans les communes du district autonome d'Abidjan. Voyons le lancement de ce tournoi avec notre reporter Issa Chonayeo. L'Awalé, jeu africain prisé en Côte d'Ivoire, une innovation pour booster les valeurs de l'amitié et du partage des 8e Jeux de la francophonie. Le ministre Robert Begré-Mambé, qui a présidé la cérémonie de tirage au sort du lancement de ces jeux dans les 13 communes du district autonome d'Abidjan, tient à inscrire l'Awalé dans les disciplines normées des Jeux les prochaines années. L'Awalé, ce jeu mathématique structuré et normé aux valeurs africaines, nécessite une grande concentration. Il faut qu'on fasse respecter le jeu de Wallet. Il faut le rendre populaire. En le rendant populaire, on va petit à petit l'imposer à la communauté internationale. Et je voudrais compter sur vous. Quand les Jeux de la francophonie vont commencer, je verrai avec le comité d'organisation et le bureau du conseil pour voir comment nous allons animer d'autres compétitions aussi bien dans les villages des Jeux, à Marcory, que dans les différents espaces où il y a des activités hors compétition. Le président du comité d'organisation de ce tournoi d'Awalé dit avoir présélectionné 65 clubs pour 286 participants, repartis en 13 poules sur l'étendue du district autonome d'Abidjan. La tâche n'a pas été toujours aisée, car il y avait un véritable engouement pour prendre part à la séance de présélection qui a enregistré 290 participants. Kwadjo Wilson appelle les Ivoiriens à promouvoir les Jeux d'Awalé pour en faire une discipline cotée au plan international dans les prochaines années. Pour l'heure, cette discipline servira à meubler les activités de l'animation périphérique et mobilisation sociale des 8e Jeux de la francophonie. Et demain, c'est la fête de Pâques qui marque la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa mort. À la veille de cette célébration, les chrétiens et responsables d'église s'activent pour les préparatifs de la grande messe pascale, répétition de la chorale, chaises bien disposées, rien n'est négligé. Cette nuit pascale vient ainsi clôturer le jeûne chrétien. Quel est le sens donc de cette veillée pascale? Nous écoutons à présent le Père Ange Pakomdia. Cette nuit pascale de la résurrection représente même la raison de notre foi. Comme disait saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Or, le Christ est ressuscité. C'est tout un symbole pour nous. Désormais, nous avons des raisons d'espérer, nous avons des raisons de croire. C'est la raison d'être de notre christianisme. Il y a des dispositions à prendre pour la préparation de cette nuit pascale. C'est les deux attitudes qu'il faille avoir envers la résurrection. La première attitude, c'est une attitude de contemplation, de louange. Il nous faut proclamer que Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Et la deuxième attitude, c'est une attitude d'appropriation. Il faut s'approprier la résurrection, il faut s'approprier la Pâque en vivant en chrétien ressuscité, en anticipant notre résurrection par une vie de chrétiens convaincus et convaincants. Il s'agit tout simplement de faire ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est juste aux yeux du Seigneur. La résurrection nous rappelle que nous sommes en pèlerinage terrestre, en pèlerinage sur cette terre, et qu'un jour, tôt ou tard, de quelque façon, le Seigneur va nous appeler. Voilà pourquoi nous sommes invités à travers la célébration de Pâques à pouvoir anticiper cette résurrection en faisant tout simplement ce qui est bien, juste aux yeux du Seigneur. Et lors de la période de la fête de Pâques, les populations, baoulées principalement, se déplacent massivement, vous l'avez constaté, pour se rendre dans leur village au campement. Et c'est l'occasion pour les petits commerçants de faire de bonnes affaires dans les gares routières. Le constat est fait par notre reporter Konaté Moussa. La place Figayo dans la commune de Yopougon, transformée en une gare routière en cette veille de la fête de Pâques. Au milieu de la foule et des véhicules stationnés, des petits commerçants circulent. Ils profitent de la patience des voyageurs pour faire de bonnes affaires. Les gens font des convois ici, donc il y a plus de monde ici que par rapport à la gare. Donc c'est pour cela qu'on vient vendre ici. Ici là, grâce à Dieu, tu peux avoir les 20 000, les 30 000, les 50 000 même.
c'est la fête, tout le monde a envie d'acheter quelque chose pour voyager, donc nous on vient aussi pour prendre quelque chose aussi. Depuis le matin, je fais les choses marchent à merveille. Divers articles sont proposés par ces vendeurs et vendeuses qui se frottent les mains en cette période. Leur clientèle, essentiellement ces personnes qui se rendent au village pour célébrer la Pâque, on s'approvisionne pour un séjour agréable. J'ai pris un peu de liqueur, un peu de vin et puis un peu de savon pour les parents. Ça c'est important parce que les parents, ça les réconforte beaucoup. Il a acheté aussi au quartier, donc il n'a pas pu payer tout là-bas, donc je suis venu ici pour payer ceux qui restent. Parmi les produits vendus, un seul semble faire la loi, le pain. Sa présence est très remarquée dans tous les bagages. Pas question de décoller sans son pain. On met ça devant la devanture des cas. On met ça devant. Là, tout le monde va bien voir ça. Quand on paye cadeau pour aller dans nos parents, là, s'il n'y a pas pain là, c'est qu'on n'a rien fait. Donc, pain là, au moins 10 là. Quand tu arrives comme ça, là, ils mangent, c'est fini. Les baoulés, ils doivent payer beaucoup de pain aujourd'hui là. Maintenant, il y a pris 5 ans. J'ai fini ça, il y a pris 5 ans aussi. C'est fini, il y a pendant 5 ans aussi. Voilà le lait qui est là. C'est désormais une tradition. Chaque fête de Pâques, des populations, en majorité les Baoulés, se rendent massivement dans leur village. Les différents sites de convoyage sont donc des opportunités d'affaires pour ces petits commerçants. Voilà, c'est l'heure à présent de l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. Bonsoir, monsieur Michel Kofi. Bonsoir, madame. Alors, bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous revenez de la région du Bélier qui abrite en ce moment un grand moment festif. Pakinou, comment se déroule la fête à Yamoussoukro? La fête se déroule très bien. Du 13 au 16, donc nous avons les festivités à Yamoussoukro. Et nous sommes à la 4e édition de Pakinou du Bélier. Alors, la Pâque est une fête religieuse, vous le savez. Les chrétiens, à cette occasion, célèbrent la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa mort. Mais en pays baoulé, on parle de Pakinou. C'est la même signification? Oui, c'est la résurrection, c'est la récolte, c'est la période de célébration. Vous savez, Pakinou en pays baoulé, c'est toute une histoire. Vous savez que ça coïncide, la période de Pâques coïncide avec la période donc, du bilan, n'est-ce pas, de la commercialisation des produits de rente. Et vous savez que le peuple baoulé a migré progressivement en fonction du déplacement de la boucle du cacao. Et donc s'est retrouvé très loin, n'est-ce pas, de son sol d'origine. Et donc il faut saisir le phénomène de Pâques en pays baoulé sous 2 prismes essentiels. Le prisme économique, donc c'est la période de bilan, à partir duquel on revient au village, n'est-ce pas, pour réaliser quelques infrastructures à titre privé ou collectif. Et c'est un déplacement massif des baoulés, on a remarqué. Oui, absolument, parce que c'est aussi le moment, il faut le dire, que lorsque nous avions encore les fonds ruraux, n'est-ce pas, pour le développement, c'était les moments où les villageois se retrouvaient, chacun apportait sa contribution pour constituer donc, le capital du village à présenter au fonds pour le financement des projets. Ça, c'était avant. Cette habitude est restée. Pakinou d'aujourd'hui. Pakinou d'aujourd'hui. Ça continue, vous voulez dire? Oui, ça continue parce que nous revenons tous au village, quitte pour nous retrouver. Au-delà des retrouvailles. Au-delà des retrouvailles, contribuer au développement de notre village. C'est la fraternité, c'est la convivialité. On aura l'occasion d'en parler. Alors, que répondez-vous pour l'instant à ceux qui pensent que nos frères du centre, donc le peuple baoulé, a fait de la récupération? C'est-à-dire qu'ils ont récupéré la Pâque, qui est une fête chrétienne, pour en faire une fête mondaine. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Non, c'est un moment de retrouvailles que nous considérons en tant que communauté baoulée comme notre janvier. Votre 1er janvier. C'est le 1er Donc c'est une nouvelle année pour vous? C'est une nouvelle année. Oui, c'est une nouvelle année parce que c'est l'occasion où nous avons les ignames, nous célébrons c'est la fête des ignames chez nous. C'est la période des récoltes, c'est la période d'abondance, de grâce. Donc nous nous retrouvons pour partager, n'est-ce pas, toutes ces richesses que nous avons pu obtenir au cours d'une année. Que faites-vous donc le 1er janvier alors de la nouvelle année? Le 1er janvier, on essaie de plutôt faire comme les autres. D'accord. Alors, depuis 2014, la région du Bélier, d'où vous venez, organise Pakinou à l'initiative donc du conseil régional. Parlez-nous du caractère spécifique de cette 4e édition. Oui, il s'est agi pour le conseil régional présidé par le Premier ministre Jean Ossou-Kouadio, donc de créer cet espace de convivialité, de fraternité, de rencontre des communautés, pour faire revivre cet événement qui était en train de quand même s'essouffler.
Dans le Bélier, vous voulez dire? Non, sinon, Paquinou, quand on parle des dessous de Paquinou, c'est depuis les années 70. Oui, mais vous savez, avec les difficultés, les différentes conjonctures que nous avons connues... Vous voulez parler des crises? Les crises, crises et autres, mais surtout les difficultés financières avec le prix des produits de rente et tout ceci. Le retour n'était plus aussi considérable, n'est-ce pas, en pays baoulé. Donc il s'est agi pour le Conseil régional de Bélier donc, de récupérer cet événement et de lui donner un autre sens. Donc au-delà du retour normal de la seule communauté baoulée vers le centre. Au-delà des retrouvailles. Donc au-delà des retrouvailles et dans le cadre, n'est-ce pas, de la gestion des situations que nous avons connues récemment, donc la crise, Monsieur le ministre d'État, auprès du président chargé du dialogue politique, n'est-ce pas, a saisi cette opportunité pour en faire un espace de rencontre au-delà du peuple baoulé. D'accord. Et justement, notre consoeur Gabrielle Zani, que vous connaissez certainement puisqu'elle était avec vous dans le Bélier, oui, était donc à Paquinou dans le Bélier 2017. Nous allons suivre son reportage et revenir sur ce plateau pour poursuivre notre entretien. Paquinou du Bélier 2017 ne donne pas seulement vie à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. La fête Paquinou est bien plus que de simples retrouvailles, c'est désormais un espace incrusé d'échanges de culture, selon l'initiateur de l'événement. Chaque année, la période de Pâques, qu'on peut appeler la période de la moisson, c'est la fête de la moisson. Parce qu'on a moissonné les ignames, le cacao, le café, on a un peu d'argent, on se retrouve pour réaliser des projets socio-économiques. C'était ça, Paquinou, au début. Mais aujourd'hui, les choses évoluant, il faut le moderniser. Le moderniser en parlant du brassage des populations, d'autant plus que notre pays en a le plus besoin. C'est le sens que nous avons donné à Paquinou du Bélier. Monsieur le vice-président, grâce à votre encadrement, voici la petite pierre que la région du Bélier entend apporter à la cohésion sociale. Une petite pierre ardente. Et nous souhaitons vivement que cette pierre puisse embraser tout le pays entier afin que la Côte d'Ivoire, une et unie, forte, regarde l'avenir. Ce samedi 15 avril, place Jean-Paul II de Yamoussoukro, le vice-président, plusieurs membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les chefs traditionnels et les communautés de 9 régions du pays, notamment celles du Bélier et du Poro, ont démontré leur attachement aux valeurs de fraternité et d'unité. Le lieu pour le vice-président de lancer un message de paix. Il est heureux de constater que Paquinou, qui naguère ne mobilisait massivement que la communauté baoulée, à qui elle doit cette appellation quelque peu particulière de Paquinou, soit devenue, au fil du temps, une fête ouverte aux autres communautés nationales, à travers le brassage des peuples, des cultures et des traditions de notre chère Côte d'Ivoire. Le président de la République vous traduit sa fierté pour cette contribution significative à la paix, à la réconciliation et à la cohésion sociale. À Paquinou 2017, l'on parle de cohésion sociale mais aussi de développement. Un développement qui passe nécessairement par l'acceptation des différences culturelles. En cela, bien que du nord de la Côte d'Ivoire, les communautés de la région du Poro ont été les invités des communautés du Grand Centre pour cette 4e édition de l'événement. Partenariat entre les régions du pays, brassage culturel. Paquinou du Bélier, depuis sa première édition tenue en 2014 à Tébissou, commence à prendre de l'ancrage. L'événement pourrait être institutionnalisé et Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, serait le lieu de prédilection des organisateurs qui ont choisi de rassembler les populations en mettant en exergue le pagne traditionnel Médine Bélier et d'évoquer l'émergence de la Côte d'Ivoire. Voilà, Monsieur Michel Kofi, on a vu les Sénoufo étaient à l'honneur à cette 4e édition. Quelle est l'alliance avec les Baoulés? Vous savez, l'alliance entre le peuple baoulé et le peuple sénoufo, il faut remonter, n'est-ce pas, à la lutte pour la conquête de l'indépendance ivoirienne et la naissance de l'État moderne. Le peuple baoulé doit au peuple sénoufo le premier poste politique du président Félix Houphouët-Boigny. Pour l'histoire, lorsqu'il s'est agi donc d'être député, c'est le peuple sénoufo, à partir de Korogo, donc avec Peleforo Gonkoulibaly,
qu'il a obtenu l'onction et massivement le vote de ce peuple a fait de lui député, et depuis lors, il est allé de victoire en victoire. Et ces deux personnalités ont conservé des liens extrêmement forts. Ces liens ont contribué à la stabilité de notre pays et ont contribué donc à construire le rayonnement que notre pays a connu. Face aux différentes crises que nous avons traversées, il était important, dans cet espace de rencontre et de cohésion, de revisiter ces sillons qui ont été tracés, qui ont fait notre bonheur d'hier. Parce que, dit-on en Afrique, le chemin qui se trouve devant vous peut être obstrué, mais celui de derrière, il faut s'en souvenir pour pouvoir se retrouver. Et nous sommes en train de reprendre le chemin tracé par le président Félix Houphouët-Boigny pour pouvoir nous retrouver, nous reconstruire et réamorcer le développement entrepris par le président Alassane Ouattara. On va aborder l'aspect culture entre ces deux peuples, Baoulé et Sénoufo. Vous avez de nombreuses similitudes qui ont été développées. Vous avez de nombreuses similitudes qui ont été développées à l'occasion du colloque qui s'est tenu à la place du Bélier. Les peuples Sénoufo, qui d'ailleurs, au moment où les Baoulés revenaient du Ghana, étaient ceux-là qui occupaient l'espace du centre, sans conflit. Vous les avez chassés? Non, sans conflit. On a accueilli leurs frères, leur ont cédé une portion de terre qu'ils avaient, et eux sont allés plus haut, et nous sommes restés là. Et vous savez, ce qui est le plus important au-delà de tout, c'est que nous avons pris cette mauvaise habitude de tout faire dans la modernité, en oubliant que le spirituel est extrêmement important. Donc développer cet aspect spirituel? Au niveau spirituel, juste en 2 mots. Pourquoi Houphouët est-il allé à Korogo pour devenir député? On vous pose la question. Parce que chez nous au village, lorsque vous avez quelque chose d'important à faire, il faut faire la libation. Et c'est le propriétaire terrien qui fait la libation. Et il est donc allé à Korogo pour cela. Merci pour cette information. Ce sont donc 2 peuples, 2 alliés, Sénoufo, Baoulé. Alors, il y a aussi l'aspect, le métier de tisserand qui a été développé lors de Pakinou 2017. Oui, vous savez que le président de la République travaille, n'est-ce pas, au développement en annonçant l'émergence pour 2020. Mais cette émergence ne pourra s'appuyer que sur notre capacité à développer notre savoir-faire. Et nous nous rendons compte à l'analyse que nombreuses sont les régions de Côte d'Ivoire qui ont en partage le pagne. Qui tissent le pagne. Qui tissent le pagne. À l'ouest, on le fait. Alors que vous retrouvez aujourd'hui un artisan du pagne qui fabrique un pagne par mois. Il faut réfléchir à la possibilité d'innover dans le système de tissage pour lui permettre de produire suffisamment pour pouvoir se prendre en charge. Là est la problématique des sujets qui ont été évoqués à Pakinou. Et on vous a bien suivi. Pakinou donc est en train de valoriser des aspects culturels, que ce soit au niveau spirituel également. On l'a appris avec vous ce soir. Merci en tout cas, M. Michel Kofi, d'avoir répondu à notre question. Bonne fête de Pâques, puisque vous serez solidaire de tous les chrétiens demain qui célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. C'est moi qui vous remercie. Et gloire à Dieu que nous ayons cet espace pour nous retrouver. Et nous espérons que 2018 permettra d'ouvrir d'autres horizons plus importants et faire en sorte que Pakinou du Bélier ou Pakinou national puisse contribuer à permettre aux Ivoiriens de se retrouver, de se réconcilier et de regarder ensemble vers l'horizon de l'émergence 2020. Vous promouvez le brassage culturel, vous l'avez dit. Alors je vous conduis maintenant au pays Agni, précisément à Niablé, qui vient d'abriter la fête de l'Ignam. C'est une fête qui a drainé du monde, nous explique Victorien Angoa. Claude Koné-Moussa, ou Nana Kwasi Blénian III, fait prince de la cour royale du canton Niablé par le chef de canton Nana Kwaku-Kwao, le patient III. Marié, père de 6 garçons, celui qui a été fait fils de Niablé a 25 ans d'expérience en audit et négoce. Il a toujours été au rendez-vous de la fête de l'Ignam à Niablé. Il mesure la responsabilité qui l'attend. Nous avons traversé des périodes difficiles en Côte d'Ivoire et le fait que moi je sois un nordiste intronisé à Niablé, c'est tout un symbole. C'est une région de paix, c'est une région de sagesse. Cette sagesse, ce calme, cette discipline, donc c'est ces valeurs-là que je cherche à développer en moi et à m'inspirer dans tout ce que je fais. Les fêtes de l'Ignam ou le Nouvel An pays Agni se suivent, mais ne se ressemblent pas à Niablé. L'édition 2017 a été relativement sobre, à la différence des septennats du chef, d'où la rentrée de Nana Kwaku-Kwao, le patient III, à pied dans la cour royale. Une procession en compagnie de l'ensemble des chefs du canton, notamment Nana Morokro II d'Afalikro et des invités, dont une délégation du royaume prend avec Nana Adou Bibi II et celle de Tiara dans le département de Dabou.
Il n'empêche, le rituel classique demeure. Échange de nouvelles, sortie des bias ou des chaises sacrées, consommation solennelle de l'igname par le chef de canton, prestations artistiques et remise de dons vont meubler la cérémonie. La directrice des reportages institutionnels et de l'information par intérim de la RTI a fait un don de 200 000 francs CFA à la Cour royale. Pour rappel, Aïba Dambélé Saoué a été faite princesse sous le nom Nanaya Aniniwa lors de l'édition 2016 de la fête de l'igname à Niablé. Voilà, et c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci à vous tous de votre aimable attention. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis.